« 300 ans avant Jésus-Christ, le philosophe grec Épicure écrivait déjà la chose suivante. Il y a un nombre infini de mondes semblables au nôtre et un nombre infini de mondes différents. L'idée qu'il existe d'autres planètes en dehors de notre système solaire n'est donc pas nouvelle. Mais en l'absence de preuves, rien ne permettait d'en avoir la certitude. Et puis, en 1995, deux astronomes suisses firent une découverte qui allait bouleverser l'histoire des sciences et ouvrir une nouvelle ère, celle des chasseurs de mondes. Exoplanètes. C'est ainsi qu'on appelle les planètes qui tournent autour d'une autre étoile que le Soleil. Aujourd'hui, nous savons qu'il en existe des milliards rien que dans notre galaxie. Et cette découverte amène avec elle d'autres questions. À quoi ressemblent ces mondes? Que peuvent-ils nous apprendre sur le nôtre? Et surtout, sont-ils habités? Actuellement, dans les observatoires du monde entier, les astronomes cherchent des réponses. Et ils n'ont jamais été aussi près d'en trouver. Mais cette moisson de nouveaux mondes a bien dû commencer quelque part. Et si la recherche des exoplanètes devait avoir son Christophe Colomb, ce serait cet homme, Michel Mayor. J'étais un passionné de sciences avant tout. Et c'est un petit peu le hasard qui a fait que quand j'ai terminé mon diplôme de physique, eh bien, des laboratoires cherchaient des gens dans différentes directions, et en particulier l'Observatoire de Genève. J'ai été là discuter, j'ai trouvé intéressant, et c'est ce qui a fait que j'ai démarré en astrophysique. Mais si ce jour-là, il y avait eu une annonce pour aller faire de la géophysique ou de l'océanographie, eh bien, je ferais peut-être tout autre chose aujourd'hui. J'ai eu le privilège de le rencontrer à l'Observatoire de Genève, un lieu hautement symbolique, car il est à l'origine de nombreuses découvertes en matière d'exoplanètes. C'est ici que Michel a commencé à travailler sur la question il y a plus de 40 ans. Aujourd'hui, la recherche des exoplanètes est un des domaines les plus florissants de l'astronomie. Pourtant, pendant longtemps, cette discipline est restée maudite. C'est assez étonnant de voir qu'au début du XXe siècle, eh bien, les astrophysiciens pensaient qu'il n'y avait pas d'autres systèmes planétaires dans la galaxie. Il y avait déjà énormément de fiction qui s'intéressait à d'autres mondes. Il y avait un décalage entre les professionnels et le grand public. En entrant à l'université de Genève, Michel n'a pas tout de suite commencé à chercher de nouveaux mondes. Au départ, ses travaux portaient sur le mouvement des étoiles. Mais en développant des outils toujours plus précis pour mesurer la vitesse de ces dernières, une nouvelle possibilité s'est mise à émerger, celle de détecter des planètes. Plusieurs groupes de scientifiques de différents endroits du monde développent des nouveaux instruments. Et il y en a, je dirais, 3 groupes en tout cas, exploitent ces instruments. Un groupe canadien, un groupe de Californie et nous à Genève. Et voilà, la recherche des planètes par cette technique commence. Et après, eh bien, c'est une autre histoire. Le 6 octobre 1995, 2 astrophysiciens suisses annoncent une découverte qui révolutionne l'astronomie moderne. Michel Mayor et Didier Queloz observent la première planète en dehors de notre système solaire. Cette exoplanète tourne autour d'une étoile située à 42 années-lumière de la Terre. Ils l'ont baptisée 51 Pégase P.
It's here that two Swiss scientists made one of the most exciting discoveries in the history of astronomy. They found the first planet outside our solar system. L'équipe de l'astronome suisse Michel Mayor aurait vu dans le ciel autre chose que ce que d'ordinaire on voit. Il aurait détecté une planète, la première hors de notre système solaire. Est-ce que tu peux nous raconter le moment de la découverte et ce que tu as ressenti quand tu as su avec certitude que tu avais trouvé quelque chose? Oui, alors, c'est pas une découverte qui fait qu'un jour on dit « Ah ah, on a découvert une planète ». Avant, c'était surtout des doutes, pas des doutes sur la qualité des mesures, des doutes sur l'interprétation physique. Et quand on a confirmé, oui, on a festoyé lourdement avec Didier Queloz, on s'est acheté une tarte aux myrtilles, une bouteille de clairette de Die et on a fêté l'événement. La première exoplanète a été découverte dans le sud-est de la France, à l'Observatoire de Haute-Provence. Créé en 1937, cet observatoire est longtemps resté le plus important d'Europe, avec son grand télescope doté d'un miroir de près de 2 mètres de diamètre. C'est en équipant ce télescope d'un instrument très précis, le spectrographe Elodie, que Michel Mayor et Didier Queloz purent détecter la présence d'une planète autour de l'étoile 51 Pégasi. Mais avant d'aller plus loin, ça veut dire quoi exactement détecter une exoplanète? Si vous êtes comme moi, vous pensez peut-être qu'il suffit de regarder dans un télescope et d'en observer la surface, un peu comme avec la Lune ou Mars. Mais dans la très grande majorité des cas, ces planètes sont beaucoup trop lointaines pour être observées directement. Alors, on a mis au point des techniques qui permettent de déduire leur existence à partir de la lumière des étoiles. Imaginez, vous regardez le ciel, vous voyez des milliers d'étoiles et vous posez la question, est-ce qu'il existe des planètes qui tournent autour de ces étoiles? Eh bien, oui, on y pense. Le problème, comment les chercher? Comment détecter ces planètes? On ne les voit pas. Par contre, ce que l'on peut détecter, c'est les variations de vitesse de l'étoile. Quand la planète tourne autour, eh bien, l'étoile fait aussi un tout petit cercle. Eh bien, on va mesurer la vitesse de l'étoile. Comment le faire? Comment mesurer la vitesse d'une étoile à une extrême précision? Par l'effet Doppler. Qu'est-ce que c'est? Imaginez une petite puce d'eau qui saute sur un étang sans changer de position. Elle va faire des vagues qui vont partir d'une manière concentrique. Maintenant, imaginez que la même petite pousse, à la même fréquence, un saut par seconde, va avancer en même temps qu'elle fait ses petits sauts. Eh bien, les cercles vont se déplacer avec son mouvement. Les vaguelettes seront plus serrées dans le sens du mouvement qu'à l'opposé. Vous avez tous entendu le changement de tonalité d'une ambulance quand elle se rapproche ou elle s'éloigne. Dans les ondes lumineuses, il y a le même effet et c'est ce qu'on va essayer d'utiliser pour mesurer les fluctuations de vitesse des étoiles résultant du mouvement des planètes. Parmi toutes les planètes qui ont été découvertes, on en trouve des quantités qui tournent en quelques jours autour de leur étoile. Je vous rappelle quand même que la Terre met 365 jours pour faire le tour du Soleil. Eh bien là, on trouve des planètes, des exoplanètes, qui tournent en quelques jours. En fait, ça correspond aussi à une distance très petite de l'étoile. Donc, imaginez un Soleil, ou l'équivalent d'un Soleil, et une planète qui tourne très près. Elle va faire une éclipse. La planète va passer devant l'étoile et va faire diminuer la luminosité de cette étoile. Et donc, toute la ruse va être simplement de chercher à regarder beaucoup d'étoiles et espérer voir de temps en temps la luminosité de certaines baisser périodiquement. Et c'est la méthode dite des transits planétaires qui vous permet de déterminer la dimension des planètes. Pourquoi la dimension? Eh bien, simplement, quand on cache un morceau de l'étoile, si c'est une grosse planète, ça va faire une grande baisse de luminosité. Si c'est une très petite planète, ben, ce sera une petite baisse de luminosité. Donc cette technique vous permet de mesurer la dimension des planètes, des exoplanètes. L'effet Doppler vous permet de déterminer la masse des planètes. La masse, la dimension, vous avez la densité moyenne. Et ça vous donne accès
à la nature physique de ces planètes. Est-ce qu'elles sont rocheuses? Est-ce qu'elles sont gazeuses? Est-ce que c'est des planètes de liquide? Voilà, on peut commencer à faire de la physique pour comprendre la nature de ces planètes. Tu aimerais comprendre un peu plus? Eh bien, abonne-toi. Comme on ne peut pas voir directement ces mondes lointains, il a fallu que l'art vienne au secours de la science. J'en ai discuté avec Alexandre Astier, comédien, réalisateur et auteur de l'Exoconférence, un spectacle où il aborde notamment le sujet des exoplanètes. Généralement, quand on trouve une exoplanète, ou quand on la suppose, ou quand on l'analyse, il y a une vue d'artiste dans les magazines ou sur Internet. Il faut une vue d'artiste parce que si on présente des courbes, des analyses de distance et de mouvements gravitationnels, ça manque un peu de poésie. Donc il y a une vue d'artiste. Mais les vues d'artistes, elles étaient là avant déjà. Et le seul truc, je trouve, que ça a d'importance, c'est que ça laisse tout espérer. Tout est possible à partir du moment où il y a une explosion de la matière qui elle-même est gérée par la force de gravitation, et ça trie les éléments de manière complètement dingue, ça les rapproche de leurs astres, donc les chaleurs sont différentes, mais a priori il existe tout. Mais dans notre système solaire, il y a déjà une variété, si on prend tous les satellites de Jupiter, tout ça, il y a une variété de mondes qui suffirait à faire 100 000 films, vraiment 100 000 décors de films, dingue. En détectant la première exoplanète en 1995, Michel Mayor et Didier Queloz ont ouvert une brèche. Depuis, on en a découvert plus de 4000, et leur diversité est telle qu'on parle même de zoos. Certaines sont si étranges qu'elles semblent sortir d'un film de science-fiction. Il y a par exemple des planètes qui tournent autour de 2 soleils, comme Kepler 16b, surnommé Tatooine en référence à la planète de Luke Skywalker dans Star Wars. D'autres auraient des couleurs incroyables, comme GJ 504b, qu'on appelle la planète rose. Par leurs caractéristiques inattendues, ces astres ont repoussé les limites de ce qu'on croyait possible. Ce que l'on a découvert, c'est que le système planétaire, le nôtre, le système solaire, n'est de loin pas le modèle unique qui existe dans l'univers. On prédit qu'il existe énormément de planètes océans, des océans d'une profondeur gigantesque. Une planète rocheuse qui tourne en 3 heures autour de son étoile, eh bien la température à la surface de la planète est telle que les roches vont fondre. Donc il existe des planètes de lave. Donc il y a une faune, une diversité des systèmes planétaires qui était complètement insoupçonnée. Aujourd'hui, le terrain le plus convoité pour chasser les planètes se trouve au Chili, dans le désert d'Atacama. Grâce à l'extrême pureté de son ciel, cette région offre des conditions d'observation incomparables. C'est pour cette raison que l'ESO, l'Observatoire européen austral, y a installé les télescopes les plus performants du monde. L'ESO est l'organisation la plus importante consacrée à l'astronomie. Au Chili, elle gère 3 sites d'observation à la pointe de la recherche mondiale. Et le premier d'entre eux fut l'Observatoire de la Silla. Créé en 1964, l'Observatoire de la Silla se trouve à 2400 mètres d'altitude, loin de toute pollution lumineuse. Il abrite un grand nombre de télescopes dont la plupart comptent parmi les plus productifs au monde. Certains sont consacrés à des projets spécifiques, comme le télescope Leonhard Euler, qui est principalement destiné à l'observation des exoplanètes. Surnommé le Suisse, ce télescope d'1,20 m fut construit par l'Observatoire de Genève en 1998. Et Michel le fit équiper d'un spectrographe encore plus précis que celui qu'il avait utilisé pour détecter la première exoplanète. On travaille seul ici. Donc ça veut dire que ça demande beaucoup de l'observateur. Il doit être capable de parer aux petits problèmes techniques qui peuvent arriver, et puis observer et s'assurer que tout marche bien. Et donc à 2 h du matin, quoi de mieux que de mettre un requiem de Mozart avec un volume énorme. On est seul ici, c'est extraordinaire. La durée typique d'une mission d'observation, c'est 2 semaines. Donc pendant 2 semaines, il y a quelqu'un qui est là, qui doit assumer tout par lui-même.
eh bien, il y a une règle que les gens ne doivent pas rester plus de 2 semaines ici sans avoir une coupure où ils doivent descendre à la Serena ou avoir une rupture. Et pour ne pas péter les plombs? Je pense que c'est ça. L'observatoire de la CIA abrite actuellement une douzaine de télescopes opérationnels. Et parmi eux, le plus grand possède un miroir de 3,60 m, soit 2 fois plus que celui que nous avons vu à l'Observatoire de Haute-Provence. Construit à la fin des années 70, le télescope de 3,60 m de l'ESO domine fièrement le site de la CIA depuis son immense coupole. Les télescopes sont faits pour capter le plus de lumière possible. C'est pour ça qu'on fabrique des miroirs de plus en plus grands. Mais une fois qu'on a capté cette lumière, encore faut-il interpréter les informations qu'elle contient. Comme vous le savez, la lumière est constituée de plusieurs longueurs d'onde qui correspondent à différentes couleurs. Connecté au télescope par des fibres optiques, le spectrographe décompose ces différentes longueurs d'onde sous la forme d'un spectre. Il ne reste alors plus qu'à analyser les informations contenues dans ce spectre grâce à des programmes informatiques. Il y a un nombre d'instruments qui sont développés dans ce domaine-là, et si on était une poignée de personnes dans les années 80-90, maintenant c'est des milliers de chercheurs qui travaillent dans ce nouveau domaine de l'astrophysique. L'origine de la formation de la Terre, du Soleil, etc., c'est une grande question, comment dire, qui dépasse un intérêt ponctuel de la science. Et puis la question suivante, la grande question suivante, eh bien, est-ce que certains de ces mondes ont des formes de vie ? Je ne serais pas hyper surpris si on avait des traces de vie. Évidemment que ça ferait événement, parce qu'il y aurait une altérité comme ça qui serait confirmée. La question majeure que pose une vie ailleurs, c'est ce qu'on en attend. C'est le miroir que ça fait sur nous. C'est qu'est-ce qu'on considérerait comme la vie. La suite de notre voyage se passe sur Mars, ou presque. Le désert d'Atacama est le lieu le plus aride sur Terre, et c'est aussi celui qui ressemble le plus à la planète rouge. Pourtant, c'est au cœur de ce territoire hostile que se trouve l'installation maîtresse de l'ESO, l'Observatoire de Paranal. Situé au nord du Chili, le site de Paranal abrite le VLT, pour Very Large Telescope. Cet instrument ultramoderne est actuellement le télescope le plus évolué du monde, mais on va y revenir. Avant, il faut absolument que je vous parle de l'endroit où vivent les gens qui travaillent à Paranal. Surnommé l'hôtel ESO, cette curiosité architecturale ressemble exactement à l'idée qu'on se fait de la base du méchant dans un James Bond. D'ailleurs, il a servi de décor pour Quantum of Solace, 22e opus des aventures de l'agent secret. Dans ce bâtiment incroyable, on trouve 108 chambres, 1000 m² de jardins tropicaux et même une piscine. Pour convaincre les chercheurs de venir s'installer dans le désert le plus aride du monde, il fallait au moins ça. Pour ma part, j'ai eu la chance d'y passer une nuit et j'avais vraiment l'impression d'être dans un hôtel de luxe sur Mars. Mais revenons au VLT. En réalité, il ne s'agit pas d'un télescope, mais de 4, chacun étant doté d'un miroir de 8,20 m de diamètre. Ça signifie que chaque télescope du VLT est 2 fois plus grand que le plus grand télescope de la CIA. Mais ce n'est pas tout. En plus, ces télescopes ont été conçus pour travailler en collaboration, créant alors une sorte de super télescope géant qu'on appelle un interféromètre. Cet outil combiné est si puissant qu'en théorie, il pourrait distinguer les phares d'une voiture sur la Lune. Si on met de côté les télescopes spatiaux tels que Hubble, le VLT est aujourd'hui l'équipement astronomique le plus productif au monde. En l'espace de 20 ans, il a permis une quantité de découvertes phénoménales, ainsi que de nombreuses premières scientifiques. En 2004, par exemple, il a pris la première image directe d'une exoplanète, et je dis bien directe. La planète sur cette photo se trouve à 230 années-lumière. Son objectif scientifique a été de détecter une planète comme la nôtre, c'est-à-dire une planète avec une masse similaire à la masse de la Terre, autour d'une étoile comme le Soleil. Je suis prêt à parier qu'on détectera une planète comme la nôtre très bientôt, c'est-à-dire dans une échelle de temps de quelques années, pas plus que ça, avec des propriétés très proches de la nôtre. Donc c'est sûr qu'on va commencer à étudier des planètes comme ça très bientôt. Dans une échelle de 10 ans, on aura beaucoup de propriétés associées à l'atmosphère. En fait, ce qui se passe là derrière, c'est une énorme question. Quelle est la position de l'homme, mais déjà de la vie dans l'univers? Est-ce qu'elle a émergé d'une manière exceptionnelle en un point, ou est-ce qu'elle émerge chaque fois que les conditions physico-chimiques sont propices au développement de la vie? On est d'accord que je ne parle pas de personnes comme vous et moi. Hein.
La vie, la plus grande partie de la vie sur Terre, c'était d'abord des unicellulaires, après des éléments extrêmement simples, de plus en plus compliqués, et puis l'homme est arrivé très tard dans toute cette histoire. Hein. Il vaut mieux pas trop penser que tout est comme nous. D'une manière générale, on a souvent été très surpris. Je veux dire, la recherche ouvre les possibilités plus qu'elle n'en referme quand même. Et je pense qu'il y a des systèmes, par exemple, qui sont très vieux par rapport aux nôtres. Donc en fait, leur évolution, elle est peut-être tellement plus ancienne que la complexification moléculaire, elle est peut-être beaucoup plus complexe. Est-ce qu'on est capable d'anticiper ce que serait nous, mais dans 2 milliards d'années, par exemple? Ça n'a aucun sens pour nous. Comment est-ce qu'on complexifie encore plus l'homme qui est ce que nous connaissons de plus complexe? On ne sait pas. Même avec les meilleurs télescopes, nous ne pouvons pas nous projeter 2 milliards d'années en avant. En revanche, nous pouvons remonter 10 milliards d'années en arrière. C'est la mission d'ALMA, le 3e observatoire de l'ESO dans le désert d'Atacama. Pour simplifier, si les observatoires de la CIA et de Paranal sont là pour regarder l'univers, ALMA est là pour l'écouter. Perché sur le haut plateau de Chajnantor, à plus de 5000 mètres d'altitude, ALMA est composé d'un réseau d'antennes géantes qui travaillent en collaboration. Vous savez, un peu comme les 4 télescopes du VLT, sauf que là, il y en a 66. Cet observatoire constitue actuellement le plus grand projet astronomique terrestre. Son objectif est de capter les longueurs d'onde qui proviennent des origines de l'univers pour comprendre comment se sont formées les étoiles et les planètes. Comme si la galaxie venait de naître et qu'on écoutait ses premiers cris. Pour s'y rendre, nous devons passer des tests médicaux et nous équiper de bouteilles d'oxygène, car à cette altitude, on respire plus difficilement. Pourtant, nous sommes toujours sur Terre et pas sur un monde lointain. Si les hauteurs du Chili suffisent à nous mettre en difficulté, qu'est-ce qui se passerait sur une exoplanète? Si on devait aujourd'hui, en scénario, construire un monde différent du nôtre, les fonds marins suffisent. Les fonds marins sont une totale altérité pour nous, absolument totale. La Lune, qui est la chose la plus proche de nous, en est une autre. On y va, on meurt. On est tellement spécifique à cette planète. Enfin, je veux dire, sur cette planète-là, on change 10 degrés par-dessous, on a tous la crève, quoi. Donc, attention, on parle de choses beaucoup, beaucoup plus extrêmes que ça. Alors ces antennes, c'est ce qu'on appelle des radiotélescopes. C'est quoi la différence avec les télescopes qu'on a pu voir à la CIA et à Paranal? L'observatoire de la CIA ou de Paranal, c'est des observatoires d'optique visible. Ici, ces antennes-là nous donnent accès à la naissance des systèmes planétaires. Très fréquemment, l'étoile jaune qui se forme est cachée dans le domaine visible par ces nuages de matière. Ici, les ondes infrarouges ou radio permettent de traverser. Si on a une seule antenne, on n'aura pas la possibilité d'avoir une grande résolution angulaire. Pour voir des détails, on est obligé d'avoir une très grande séparation. Donc ce que l'on fait, c'est de faire plusieurs antennes qui vont travailler ensemble pour fabriquer une image d'une extraordinaire précision. La résolution équivalente à un seul télescope de plusieurs kilomètres de diamètre. En regardant ces antennes braquées vers l'espace, je pense au fameux programme SETI. Depuis les années 60, ce projet a pour objectif de capter d'éventuels signaux extraterrestres grâce à des radiotélescopes. Alors, une question me vient à l'esprit. Si on détectait une forme de vie sur une exoplanète, est-ce qu'on pourrait seulement communiquer avec elle? Alors, la vie détectée sous forme d'anomalies chimiques, c'est clair que ce sera très probablement, très probablement une forme de vie qui n'a pas envie de discuter. Enfin, si c'est des algues ou des bactéries, c'est clair que voilà, la discussion est vite finie. Hein. Je ne suis pas persuadé que ce soit vraiment ça qu'on attende dans la recherche de la vie ailleurs. Je pense qu'il me semble qu'on est en recherche de cousins et que ça, c'est plus problématique. Je pense qu'il me semble qu'on s'apprête à subir une grosse déception de ce point de vue-là, à mon avis. Hein. Donc, personnellement, je vois difficilement comment est-ce qu'on pourrait s'émouvoir très longtemps de ce qu'on va trouver sur une exoplanète, tant qu'on ne laisse pas tomber le fantasme de l'intelligence universelle et bipède. L'intelligence universelle est technologique. L'intelligence universelle, c'est fabriquer des transports. S'ils sont plus intelligents que nous, ils devraient arriver. Non, ils sont peut-être super intelligents et ils ne sont peut-être pas du tout intéressés par le fait de partir
Donc je crois qu'il faut qu'on règle d'abord ce qu'on cherche avant de savoir ce qui nous satisferait ou non. Il y a une certaine naïveté dans toutes ces recherches. Alors par ailleurs, ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas les faire, hein. C'est fondamental. Imaginez qu'on détecte un signal qui n'est pas émis par un phénomène naturel, donc un nuage qui a une certaine structure logique, etc. Même si on ne le comprend pas, c'est gigantesque comme découverte. Le point le plus intéressant, c'est ce que ça veut dire pour nous comme humanité. Si on trouve une planète qui peut héberger une vie différente de la nôtre, qu'est-ce que ça veut dire? Comment ça doit nous faire réfléchir et poser certaines questions qui ont été cachées pendant longtemps. Les êtres humains sont au centre de notre vision de l'univers. C'est naturel, c'est une question de perspective. Mais dès qu'on comprend et dès qu'on a une preuve que nous sommes encore un élément de cet univers, la perspective doit changer. Des changements de perspective, la science en a déjà provoqué plusieurs à travers l'histoire. Au XVIe siècle, nous avons par exemple dû accepter que la Terre n'était pas au centre de l'univers. Puis, 300 ans plus tard, Darwin nous apprenait que l'homme n'est qu'un animal parmi les autres. Mais le plus grand des bouleversements philosophiques est peut-être à venir. Et il y a de fortes chances qu'il passe par un télescope. Reste une question essentielle que nous n'avons pas encore abordée. Si la recherche des exoplanètes nous amène à trouver un monde similaire au nôtre, un monde habitable et merveilleux dans lequel nous n'aurions même pas besoin de bouteilles d'oxygène pour respirer, pourrions-nous y aller? J'aimerais rappeler une chose, le vide incroyable qu'il existe entre les étoiles. L'homme est allé sur la Lune, il a mis 3 jours. La lumière met 1 seconde. Prenons un cas très optimiste où on trouve une planète habitable, peut-être habitée, qui se trouve à quelques dizaines d'années-lumière. C'est nos voisines les plus proches. Eh bien, c'est environ 1 milliard de secondes. 1 milliard fois 3 jours, c'est beaucoup. Quand on dit la vitesse de la lumière est la limite du voyage dans le temps parce qu'on ne pourra certainement pas aller assez vite. Et cette chose qui nous paraît aller très vite chez nous, en fait, à l'échelle de l'univers, c'est plutôt quelque chose de lent. On reçoit des messages qui disent « mais il n'a rien compris, il suffit de plier l'univers comme ça, du coup après tu passes à travers, tu peux très bien faire un vaisseau relativiste avec un moteur d'Alcubierre, machin. » Tu dis « waouh, les gars, chut, doucement, on n'en est pas là du tout. » Mais on n'en est tellement pas là. La théorie du voyage, et même si on y arrive un jour, tout va très bien, mais attention, on est très vite plus chez nous, quoi. Si nous trouvons une façon de voyager à la vitesse de la lumière, on pourra concevoir, prendre des vacances, créer des colonies dans ces planètes. Mais c'est une question plutôt technologique. Là, nous sommes sur l'étape précédente, l'étape de la connaissance, de comprendre qu'est-ce que nous avons autour de nous. Et en parallèle, il y a des gens qui effectivement travaillent sur la technologie nécessaire pour ce genre d'entreprise, mais je dirais qu'ils sont encore plus lointains de leur objectif que ce que nous sommes de nôtre. Si tout le monde est d'accord avec le fait qu'on ne peut pas bien atteindre et on ne peut pas vraiment être atteint, ça met en route une nouvelle façon de se sentir seul ici. Par exemple, ça a l'air tout con, mais pour l'environnement, ça ne pose pas la même question. Je pense que c'est important de dire aux gens, il y en a plein qui disent « oui, une fois qu'on aura pourri cette planète, on va bien se démerder ». Je crois qu'on ne va pas se démerder. Je crois qu'on ne va pas se démerder. Je crois que pour s'adapter sur une vie sur n'importe quelle autre planète, même Mars qui est très près, il faut des siècles et des siècles et des siècles et des millénaires d'évolution pour qu'on puisse supporter tout ce qui nous attend là-bas. Et pourtant, c'est pas loin. Et si jamais on trouve une cousine dans un autre système, nous n'avons pas les moyens technologiques de nous y rendre, ou si jamais on fait une mission, il y aura peut-être 10 personnes qui auront le droit d'y aller encore dans 1000 ans. Donc franchement, c'est bien de dire non, non, c'est là. Si on pourrit là, on n'a pas de backup. Les exoplanètes ne sont pas un plan B. Même si la technologie évolue sans cesse, vous ne foulerez sans doute pas les plages irisées d'une planète pourpre et vos arrière-petits-enfants non plus. Face à cette réalité crue, un constat s'impose. Il n'y a pas de monde refuge qui nous attend à l'autre bout de la galaxie. Il n'y a que le nôtre. Mais alors, à quoi bon chercher d'autres planètes si nous ne pouvons pas nous y rendre? Pourquoi chercher d'autres formes de vie si nous ne pouvons pas communiquer avec elles?
Si vous avez déjà regardé les anneaux de Saturne dans un télescope, vous connaissez une partie de la réponse. Nous cherchons pour comprendre la réalité qui nous entoure. Nous cherchons pour connaître notre place au sein de l'univers. Et enfin, nous cherchons pour nous émerveiller. En combinant ces trois piliers, comme les télescopes de Paranal ou les antennes d'ALMA, on obtient le plus puissant des moteurs. C'était déjà celui qui guidait l'humanité à l'époque d'Épicure, et aujourd'hui encore, c'est celui qui anime les chasseurs de monde. Bon, Michel, est-ce que tu peux te présenter en 2 mots? Michel Mayor, je suis astrophysicien, et si je suis ici, c'est parce qu'il y a un peu plus de 20 ans, j'ai découvert la première planète extrasolaire, donc une planète qui tourne autour d'une autre étoile. Je voulais commencer par te demander ce qui t'avait conduit à t'intéresser et à travailler sur les exoplanètes plutôt que sur autre chose, puisque tu t'intéresses à toutes les sciences. Oui, c'est vrai que j'étais un passionné de sciences avant tout, et c'est un petit peu le hasard qui a fait que quand j'ai terminé mon diplôme de physique, eh bien, des laboratoires cherchaient des gens dans différentes directions, et en particulier l'Observatoire de Genève. J'ai été là discuter, j'ai trouvé intéressant, et c'est ce qui a fait que j'ai démarré en astrophysique. Mais si ce jour-là, il y avait eu une annonce pour aller faire de la géophysique ou de l'océanographie, eh bien, je ferais peut-être tout autre chose aujourd'hui. Est-ce que tu peux nous parler de l'histoire de ce domaine de recherche, puisque avant ta découverte, il y avait eu pas mal de fausses annonces qui avaient un peu discrédité ce domaine de recherche. Est-ce que tu peux nous parler de l'histoire de la recherche des exoplanètes avant ta découverte? Ouais, c'est un domaine passionnant, parce que déjà, les philosophes grecs discutaient au niveau philosophique de la pluralité des mondes dans l'univers, voire de la pluralité des mondes habités. Et puis, c'est resté permanent au cours des 2 derniers millénaires, cette interrogation, est-ce qu'il existe d'autres? Nous, on n'avait aucun moyen de les découvrir, de les détecter. Et c'est assez étonnant de voir qu'au début du XXe siècle, eh bien, les astrophysiciens pensaient qu'il n'y avait pas d'autres systèmes planétaires dans la galaxie, 200 milliards d'étoiles. Et pourquoi? Parce qu'ils avaient une théorie qui prédisait que c'était extrêmement difficile d'en fabriquer. Et tout d'un coup, les choses changent énormément. En 1943, les gens croient avoir découvert des nouvelles planètes autour d'étoiles très proches de chez nous. Et s'il y en a déjà là 2, il doit y en avoir partout. Et donc tout de suite, la probabilité, l'estimation que l'on fait, c'est qu'il y en a des milliards, des dizaines de milliards dans l'univers, ou dans la galaxie. Et puis, en fait, il se révèle que ces 2 découvertes étaient fausses. Mais les idées sont restées correctes. On pense qu'il y en a tout un tas. Et c'est étonnant parce qu'au début du XXe siècle, il y avait déjà énormément de fiction qui s'intéressait à d'autres mondes. Il y avait un décalage entre les professionnels et le grand public. Et puis après, à partir des 50, je crois qu'on avait beaucoup d'arguments pour penser qu'il y en avait autant qu'on en voulait, mais on n'avait toujours pas les moyens de les découvrir. Et des gens commençaient à dire comment est-ce qu'on pourrait faire, etc. Et dans les années 80, des gens disent probablement une des bonnes manières de faire, c'est d'étudier la vitesse des étoiles, les variations de la vitesse des étoiles. L'idée est extrêmement simple. La planète est tellement faible, on ne la voit pas. Mais par contre, son influence gravitationnelle autour de l'étoile, c'est que l'étoile va faire un tout petit cercle autour du centre de gravité. La planète en fait un grand, l'étoile un tout petit. Pourquoi un petit? Parce qu'elle est lourde. Elle est très lourde comparée à la planète. Et donc, si on mesure la vitesse de l'étoile avec un instrument adéquat, eh bien, on verra peut-être varier la vitesse comme ça. Et on dit, si elle varie de vitesse, il y a une raison pour ceci. Et on dit, eh bien, on calcule la masse, un peu de mathématiques, et on trouve la masse de la planète. Voilà, ça c'était l'idée. Et dans les années 80, plusieurs groupes de scientifiques de différents endroits du monde développent des nouveaux instruments. Et il y en a, je dirais, 3 groupes en tout cas, mais 2 personnes, hein, c'est rien. Hein, il y a
3 groupes continuellement exploitent ces instruments. Un groupe canadien, un groupe de Californie et nous à Genève. Et voilà, la course la recherche des planètes par cette technique commence. Et après, eh bien, c'est une autre histoire. Est-ce que tu peux nous raconter le moment de la découverte et ce que tu as ressenti quand tu as su avec certitude que tu avais trouvé quelque chose? Ce n'est pas une découverte qui fait qu'un jour on dit « Ah ah, on a découvert une planète ». Pourquoi? Parce qu'on mesure avec notre instrument la vitesse de l'étoile un jour, une semaine après, un mois après, etc., etc. Et c'est seulement quand on a accumulé beaucoup de mesures que tout d'un coup on se rend compte qu'on peut représenter ces mesures par une courbe régulière d'une certaine période. Après, le problème, c'est d'y croire. Est-ce qu'on y croit ou pas? Les idées sur la formation des planètes géantes, comme Jupiter, à l'époque, voulaient que ça ne pouvait pas avoir des périodes plus courtes que 10 ans. Système solaire, tout allait bien. Hein? Jupiter, 10 ans, Saturne, 30 ans, voilà, tout était bien. Et là, tout d'un coup, on découvre un objet qui semblait avoir la masse à peu près de la moitié de Jupiter et qui avait une période de 4,2 jours, complètement anormale, 1000 fois plus court que ce que la théorie prédisait. Donc, doute, doute, doute. L'instrument, on est sûr très vite que ça marche bien, que c'est correct. Le problème, c'était l'interprétation physique. Qu'est-ce qui se passe ici? Et dans le doute, on dit on ne veut pas encore ajouter une fausse découverte à la liste très longue de fausses découvertes de planètes qui existaient dans la deuxième moitié du XXe siècle. C'était un sujet qui était un petit peu discrédité par ces fausses découvertes. Donc, on a essayé d'assurer. On a attendu la saison suivante où l'étoile était visible dans le ciel, répété les mesures, et à ce moment-là, en juillet 95, eh bien, on voit que le phénomène, à la même période, à la même amplitude, à la même phase, donc à ce moment-là, on y croit, et on se rue pour rédiger le papier d'annonce. Et qu'est-ce que tu as ressenti, tu t'en souviens? Donc avant, c'était surtout des doutes, pas des doutes sur la qualité des mesures, des doutes sur l'interprétation physique. Et quand on a confirmé, oui, on a festoyé lourdement avec Didier Queloz, on s'est acheté une tarte aux myrtilles, une bouteille de clairette de Die, et on a fêté l'événement. Et comment s'est passé l'après? Quelles ont été les conséquences de cette découverte sur le monde scientifique et sur ta vie? Alors, sur le premier moment, on ne disait rien. On était quand même conscient qu'il ne fallait pas trop ébruiter la donnée, parce que 4,2 jours, quelqu'un qui a un instrument adéquat, il a vite fait de trouver la même découverte. Et donc, on rédige, on soumet le papier, et dans ma naïveté, je contacte le journal Nature, qui me tape sur les doigts en me disant « Attention, vous n'avez pas le droit d'en parler aux journalistes. Et puis, par contre, aux scientifiques, vous avez le droit d'en parler. » Et il y avait une conférence en début octobre 1995 à Florence, et là, on annonce la découverte, et c'était comme dire, le bruit s'était déjà répandu, et il y avait déjà des tas de télévisions, de journalistes dans la salle, donc c'était un jeu biaisé, complètement biaisé. Et la folie, c'est là qu'on a tout d'un coup réalisé l'impact que ça avait sur le grand public. Les grands journaux, mais vraiment des tout grands aux États-Unis, eh bien, faisaient leur première page sur cette découverte, avec aussi toutes des stupidités qu'on pouvait lire, certains collègues qui ne connaissaient pas de quoi on avait... Qu'est-ce qu'on avait découvert? Ils étaient interrogés, mais ils ne savaient pas de quoi on parlait. Alors évidemment, ils disaient, est-ce qu'elle est habitable, pas habitable? Enfin, juste pour préciser, elle a plus de 1000 degrés, hein, cette planète, donc aucune notion d'habitabilité. Enfin, c'était intéressant. Et avec Didier, on s'est dit, OK, voilà, il se passe ça, on va courber les chines, on va faire ce qu'on doit faire au niveau médiatique, et puis d'ici 6 semaines, ben, tout le monde aura oublié, puis on fera notre travail comme avant. Et en fait, ce qui s'est passé, ça ne s'est jamais calmé. Ça ne s'est jamais calmé, pourquoi? Parce qu'en janvier, le groupe californien annonce 2 planètes, etc. L'année d'après, c'est la plus petite. Après, c'est le système, dans un système de 2 étoiles, il y a une planète, etc., etc. La première planète rocheuse, la première ci, la première ça. Et voilà. Et l'intérêt s'est maintenu. Les satellites qui tout d'un coup découvrent les transits, etc. Maintenant, on a 5000 planètes. Donc, on voit que maintenant, c'est un big business. Alors voilà. Donc, l'intérêt du public s'est maintenu pendant tout ce temps-là. Ça évoque probablement des tas de choses pour les gens. Est-ce qu'il y a d'autres civilisations? Est-ce qu'il y a d'autres vies? Etc.
Alors ça, c'est les conséquences sur le monde scientifique. Et quelles ont été les conséquences de cette découverte sur ta vie personnelle? Alors, d'abord, immédiatement, quand on soumet à Nature, après on est un peu soumis à la règle de ces éditeurs qui nous envoient des épreuves à corriger. On a au maximum 2 semaines pour répondre, blablabla, etc. Donc, première conséquence, on annule les vacances de famille qu'on avait prévues en octobre. Voilà, ça c'est la première conséquence. Deuxième conséquence, mon épouse me dit d'accord, 1 ça va, mais pas 2. Voilà, etc. Voilà, donc incontestablement une grande pression. Une grande pression parce que le sujet est tellement intéressant, il y a tellement de choses à découvrir qu'il y a. C'est une pression qu'on se met nous-mêmes, c'est évident. Quand on ne connaît rien à ce domaine, question extrêmement naïve, hein, bien sûr, et qu'on entend parler de recherche d'exoplanètes, on peut imaginer qu'on observe ces planètes à la lunette, comme on pouvait le faire au siècle dernier, quand il s'agissait de découvrir les planètes de notre système. Évidemment, ce n'est pas le cas. Non, puis on est très loin. Il faut se rappeler, imaginons qu'on soit à une certaine distance du système solaire. Il y a le Soleil qui éclaire des planètes, la plus grosse c'est Jupiter, et si on regarde, il y a un peu de lumière qui est réfléchie par Jupiter. 1 milliard de fois de moins que le Soleil. Comment dire, imaginez un phare de marine avec une luciole sur le bord du phare. Vous pourrez faire ce que vous voulez, vous ne verrez jamais la luciole. Donc c'est ça la difficulté de les voir. Alors maintenant, les physiciens, les astrophysiciens ont inventé des machines merveilleuses qui sont capables d'éteindre la lumière de l'étoile pour voir la planète qui est à côté, mais en tout cas, l'œil humain, impossible, on ne les verra pas. Donc il y a d'autres méthodes pour les détecter, ces exoplanètes, 2 méthodes en particulier. Est-ce que tu peux nous les présenter, et de préférence pour qu'elles soient accessibles même à un enfant de 10 ans? Il existe de nombreuses méthodes pour les découvrir, il y en a, je sais pas, au moins 5 ou 6. Mais l'essentiel a été découvert par 2 techniques. Une, elle est celle que j'ai déjà évoquée, à savoir celle que j'utilise, c'est mon hobby, c'est de mesurer les variations de vitesse des étoiles. Un spectrographe qui mesure via l'effet Doppler les variations de vitesse. Et puis après, par la loi de Kepler, on déduit la masse de la planète. Ça, c'est la première technique qui a donné, disons, grosso modo, 1 millier de découvertes de planètes. Et puis, comme on a découvert ces planètes qui avaient des périodes extrêmement courtes, très courtes veut dire très près de l'étoile, et donc la probabilité qu'il y en ait une qui fasse un éclipse, alors on parle de transit planétaire, mais en fait ça veut dire qu'elle passe devant l'étoile, la luminosité de l'étoile baisse, remonte périodiquement, c'est la méthode des transits. Alors on en a découvert déjà depuis le sol, un certain nombre, et après il y a des satellites qui ont été construits. Le satellite Corot en Europe avec l'aide de la France et le satellite américain Kepler. Des milliers de planètes ont été découvertes de cette manière et actuellement c'est ce qui fait qu'on en a 5000. Quoi. Alors à part ça, il y a d'autres techniques. On ne va pas les évoquer ici pour ne pas compliquer l'histoire, mais par exemple on pourrait se dire, il y a des étoiles sur le ciel, s'il y a une planète qui tourne, non seulement sa vitesse varie, mais peut-être sa position varie. Voilà, on peut trouver d'autres techniques. Aujourd'hui, il y a des moyens énormes impliqués dans cette recherche. On l'a vu avec ces observatoires incroyables qu'on a pu visiter, qui nécessitent des budgets colossaux. Et on peut se poser la question, au fond, à quoi ça sert tout ça? Qu'est-ce que ça apporte? Qu'est-ce que ça peut apporter à l'humanité, cette recherche des exoplanètes? Oui, ici, à l'ESO en particulier, mais c'est vrai aussi dans d'autres grands observatoires, il y a un nombre d'instruments qui sont développés dans ce domaine-là. Et si on était une poignée de personnes dans les années 80-90, maintenant c'est des milliers de chercheurs qui travaillent dans ce nouveau domaine de l'astrophysique. Alors on peut se dire pourquoi. Bon, en fait, le problème de l'origine du système solaire, l'origine de la formation de la Terre, du Soleil, etc., c'est une grande question, comment dire, qui dépasse un intérêt ponctuel de la science. C'est une question très fondamentale. Quels sont les mécanismes qui ont formé la Terre? À quelle époque, etc. Et puis, question suivante, auquel on n'a pas répondu encore. Enfin, d'abord une autre, est-ce que ces systèmes planétaires existent partout dans l'univers? Est-ce que c'est rare? Est-ce qu'il y en a beaucoup? Est-ce qu'ils sont tous similaires ou pas? Et puis la question suivante, la grande question suivante, eh bien, est-ce que certains de ces mondes ont des formes de vie? Et actuellement, on n'est pas encore à ce niveau-là, mais déjà de nombreux chercheurs construisent, rêvent,
d'instruments capables de détecter des signatures de la présence de la vie. Alors, il faut peut-être préciser un peu, qu'est-ce que c'est une signature? On ne va pas aller voir ces formes de vie. Par contre, on peut voir des conséquences chimiques, par exemple sur les modifications de la composition chimique des atmosphères, qui nous disent la vie s'est développée là-bas. En fait, ce qui se passe là derrière, c'est une énorme question. Quelle est la position de l'homme, mais déjà de la vie dans l'univers? Est-ce qu'elle a émergé d'une manière exceptionnelle en un point, ou est-ce qu'elle émerge chaque fois que les conditions physico-chimiques sont propices au développement de la vie? Alors ces conditions peuvent être énormes, température, masse de la planète, atmosphère, etc., champ magnétique, etc. Mais est-ce que dans ces conditions, la vie va émerger? Et quand on sait qu'il y a 200 milliards d'étoiles dans la galaxie, que l'immense majorité ont des systèmes planétaires, il y en aura toujours un énorme nombre qui sont avec toutes les bonnes conditions. Et donc, si on rêve un peu, on se dit, ben oui, il y en a, la vie existe ailleurs. Actuellement, on peut le dire, on peut le rêver, mais ce n'est pas de la science. On peut avoir sa sentiment personnel, il doit y en avoir, mais ce n'est pas de la science. Donc, la seule manière de faire, c'est construire des instruments pour la détecter. Et je suis assez confiant que dans la prochaine génération, on arrivera à répondre. Qu'est-ce que ces recherches nous ont appris sur notre propre planète? Ça y est, difficile à répondre à cette question, parce que ce que l'on a découvert, c'est que le système planétaire, le nôtre, le système solaire, n'est de loin pas le modèle unique qui existe dans l'univers. Il existe des planètes, déjà des hiérarchies planétaires très différentes, des orbites qui sont extrêmement allongées, alors que dans le système solaire, toutes les planètes un peu massives tournent en cercle. Il y en a qui sont extrêmement allongées. On trouve des planètes qui tournent en quelques heures autour de leurs étoiles, etc. Donc il y a une faune, une diversité des systèmes planétaires qui était complètement insoupçonnée. Juste peut-être pour situer, il y a des planètes comme Uranus et Neptune, sont des planètes formées de glace. On a découvert qu'il y avait la possibilité d'un mécanisme dit de migration, c'est-à-dire qu'à leur naissance, elles vont avoir une orbite qui spirale, elles se rapprochent. Si vous rapprochez de la glace de l'étoile, qu'est-ce qui va se passer? Ça va fondre. Donc, on prédit qu'il existe énormément de planètes océans. Ce n'est pas des petits océans comme le nôtre, des océans d'une profondeur gigantesque, comme ça. Voilà, il y a des planètes comme ça. Une planète rocheuse qui tourne en 3 heures autour de son étoile, eh bien, la température à la surface du rocher, de la planète, eh bien, est telle que les silicates, les roches, vont fondre. Donc, il existe des planètes de lave. Voilà, juste pour dire qu'il y a une diversité qui était complètement insoupçonnée. Est-ce qu'il y a d'autres mondes qui étaient inimaginables avant et qu'on a découvert au fil de ces recherches? On a découvert des systèmes planétaires qui tournent, par exemple, quand il y a 2 étoiles. Alors, on trouve qu'il y a des planètes qui tournent autour d'une étoile. Ça doit être fabuleux d'avoir 2 soleils dans le ciel. Là. On connaît un système où il y a 3 étoiles. Puis, on peut rêver comme ça. On a ces découvertes de ces planètes avec une composition très particulière. Comment dire, voilà, il y a une faune gigantesque et je crois qu'une des conséquences importantes de la découverte de la première planète, 51 Pégase B, wow, drôle de nom, comment dire, eh bien, avec sa période de 4,2 jours, ça a stimulé la réflexion. Comment c'est possible? Et très très tôt après l'annonce, eh bien, des physiciens américains ont dit, voilà, mais c'est ça. Et ils ont décrit le mécanisme justement, qui montre qu'à la naissance des planètes, l'orbite évolue et elle se rapproche. On n'a pas de crainte pour nous, ça se passe tout au début, maintenant c'est stable. Quand tu as découvert cette première exoplanète, ça confirmait ces doutes qui existaient dans la communauté scientifique par rapport à l'existence d'autres planètes en dehors du système solaire. Là, c'est un peu pareil pour la vie, tu le disais tout à l'heure, on pense qu'il y a d'autres formes de vie, il y a de très fortes chances qu'il y en ait. Est-ce que la prochaine étape du coup de cette recherche des exoplanètes, c'est la confirmation de ces doutes-là? Est-ce que ce ne serait pas l'équivalent de ta découverte de la première exoplanète, la découverte de la vie? La découverte de vie en dehors du système solaire, je pense, serait une découverte gigantesque. Hein. Philosophiquement, que la vie existe ailleurs. Et alors là, je crois qu'il est bon de préciser. Quand on parle de vie,
ça peut être aussi, c'est même primordialement des unicellulaires. La Terre, pendant longtemps, n'a eu que des unicellulaires, des formes élémentaires de vie. Après, pour des raisons diverses, ces unicellulaires ont trouvé que c'était peut-être meilleur de s'associer aux colonies, en organismes plus complexes, etc. Mais ce n'est pas nécessairement une vie comme on la connaît ici. Hein. Déjà, ça peut être beaucoup plus simple. Ce sera déjà très difficile déjà de prouver qu'il existe la vie plus évoluée, ça c'est encore plus difficile. Hein. Voilà. Donc ça, je pense au niveau philosophique, c'est important. Disons, il y a une forme que j'aime bien, qui est une phrase qui a été mentionnée par le prix Nobel de biologie Christian de Duve. Il parle d'impératif cosmique. Ça veut dire que dans le sens, la vie, c'est quelque chose qui se développe spontanément dans l'évolution de l'univers. On sait que l'univers a formé les éléments chimiques, quasiment tout. Il y a à part 2 ou 3, des éléments chimiques ont été formés au cours de la vie de l'univers, à l'intérieur des étoiles. Les molécules, les grosses molécules, se sont formées encore après, etc. Et donc, on peut imaginer, et beaucoup de chercheurs pensent, que la vie, avec sa complexité énorme et tout, eh bien, c'est un phénomène qui se place dans cette continuité, et d'où ce terme que j'aime beaucoup, d'impératif cosmique. Bon, il faut le prouver. Si une autre forme de vie intelligente observait la Terre, avec les mêmes moyens que nous, qu'est-ce qu'il verrait? Alors, si c'est avec les mêmes moyens que nous, il ne verrait rien. Voilà, parce que voilà, il faut qu'on fasse des progrès de notre côté, comme ça. Alors maintenant, le problème, en quoi on trahit notre présence ici? Alors, il y a différentes choses. Il y a d'abord la composition chimique de l'atmosphère de la Terre. 20% d'oxygène. C'est complètement anormal. Pourquoi? Parce que l'oxygène n'a qu'une envie, c'est se lier avec des roches. Et donc, il y a déjà plus de 30 ans, des scientifiques ont dit, cherchons une anomalie de l'oxygène, comme il y a sur Terre. Pourquoi? Parce que l'oxygène, pour le former assez fort, assez vite, avant qu'il se lie avec les roches, il faut un mécanisme extrêmement efficace. Et jusqu'à preuve du contraire, le mécanisme le plus efficace, c'est la vie. C'est la vie qui produit cet excès d'oxygène. C'est ce problème de baignoire qui se remplit et qui se vide. Hein. On forme de l'oxygène et il se lie dans les roches. Donc il faut que ce soit très efficace. On connaît d'autres mécanismes, mais ils ne sont pas assez efficaces pour accumuler 20% d'oxygène. Voilà. Ça, donc après, il faut construire une technique, la spectroscopie. On va regarder si on trouve des signatures chimiques dans l'atmosphère qui nous disent qu'il y a beaucoup d'oxygène. On peut chercher, c'est plus difficile, on peut chercher du méthane, des oxydes d'azote. Voilà. Toutes des signatures qui nous disent que oui, probablement la vie. Alors on peut discuter longuement, mais ça devient un peu un discours de spécialiste. Pourquoi c'est des signatures? Est-ce que c'est vraiment des signatures non ambiguës, comme ça? Voilà. Donc ça, c'est un travail après de biologistes et de chimistes de se convaincre que oui, c'est le cas. Alors oui, quand on dit la vie, on est d'accord que je ne parle pas de personnes comme vous et moi. Hein. La vie, la plus grande partie de la vie sur Terre, c'était d'abord des unicellulaires, après des éléments extrêmement simples, de plus en plus compliqués, et puis l'homme est arrivé très tard dans toute cette histoire. Hein. Le système solaire, 4600 millions d'années. La vie apparaît environ pas la vie, la vie intelligente de l'homme apparaît dans le dernier million d'années environ. Donc on voit bien que c'est rien du tout par rapport à ça. Donc voilà, quand on vit, c'est quelque chose de beaucoup plus général que tout ça. Il y a des contraintes très fortes. On ne peut pas dire n'importe quoi sur la vie. Parce que évidemment, au niveau de la science-fiction, on a tendance à construire des images de vie incroyables et tout. Il y a des contraintes. Et la première, les formes les plus élémentaires de vie, c'est par exemple une cellule, une petite usine chimique qui se protège de l'environnement, qui échange de l'énergie avec son environnement et qui est capable de se reproduire et de dire à sa fille comment elle doit fonctionner, comment elle doit se protéger de l'environnement et comment elle doit encore transmettre le message pour fonctionner. Comment est-ce qu'on transfère toute cette information d'une génération à une autre? Eh bien, on n'a pas trouvé d'autre mécanisme que ce que la vie nous a montré
à savoir le code génétique, l'ADN. C'est une longue chaîne d'atomes qui code la totalité de l'information, comment fonctionner, comment se reproduire. Et donc, ça c'est extrêmement, comment dire, utilitaire dans la manière dont on va chercher la vie. Pourquoi? Parce que le code génétique, en dessous, la chimie, je dirais, en dessous de moins 20 degrés, c'est tellement là, il n'y a rien d'intéressant qui se passe. Au-dessus de 120 degrés environ, le code génétique, la chaîne de l'ADN se casse. Donc, quand on dit que les astronomes cherchent des planètes où l'eau est liquide, puisque c'est à peu près la gamme où l'eau se trouve liquide, c'est une conséquence liée fondamentalement à ce que c'est que la vie. Et puis d'autres choses, pourquoi liquide? Parce que l'eau, c'est un solvant incroyable qui facilite les réactions chimiques. À ton avis, si on découvrait justement d'autres mondes habités, quel serait l'impact sur les religions, par exemple? Je ne suis pas sûr qu'il y aurait un impact si jeune. J'ai eu l'occasion de discuter avec des théologiens de différentes religions. Par exemple, dans l'islam, ils ont dit on n'a jamais dit qu'il y avait qu'une vie. Donc pour nous, ça ne pose aucun problème. Le bouddhisme, inversement, dit il y a autant de vies qu'on veut, autant de Bouddhas dans l'univers. Le christianisme, on pourrait croire que la révélation, on a de la peine à voir qu'elle se fasse partout et tout. Moi, je ne crois pas. Moi, je crois qu'il n'y aura pas un impact gigantesque sur la vie. Et puis sur l'impact du grand public, moi j'ai toujours une formule un petit peu qui ridiculise cet aspect sociologique. Je dis ça dépend si l'annonce est faite le soir de la finale du mondial. Les gens auront peut-être plus d'intérêt. Peut-être qu'il y aura quand même un impact. Non, je plaisante un peu. Mais comment dire, je ne sais pas si j'ai de la peine à évaluer l'impact de vie. D'autant plus si on avait la réponse qu'il y a une vie intelligente. Ça, c'est plutôt une autre forme de recherche. Ça, c'est des expériences SETI. C'est les gens qui cherchent dans l'univers des signaux émis par des civilisations intelligentes, techniquement avancées. Alors ça, c'est clair que ça aura un impact plus fort, parce que c'est quelqu'un qui cherche à discuter. Voilà. Donc ça, ce serait beaucoup plus fort. Mais autrement, vous avez une anomalie chimique dans une atmosphère, philosophiquement, c'est gigantesque. Ça montre que la vie existe ailleurs, mais pour le grand public, est-ce que vraiment ça va trop empêcher de dormir les gens? Je ne sais pas. Et question corollaire, si on trouvait de la vie, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Est-ce qu'on pourrait communiquer? Est-ce qu'on pourrait rencontrer cette forme de vie? Alors, la vie détectée sous forme d'anomalie chimique, c'est clair que ce sera très probablement, très probablement, une forme de vie qui n'a pas envie de discuter, enfin, si c'est des algues ou des bactéries, c'est clair que voilà, la discussion est vite finie. Hein. À part ça, il y a un fantasme énorme, même si c'est des organismes complexes. Est-ce qu'on sera capable de discuter? D'abord, il y a un problème du décalage temporel, ça c'est un problème. Mais même, imaginons qu'on enregistre un signal compliqué. Il y a déjà depuis très longtemps qu'on a de fortes présomptions que les dauphins sont des formes de vie intelligentes. On peut enregistrer leur son, on voit une énorme diversité, mais jusqu'à preuve du contraire, on n'a jamais discuté avec un dauphin. Alors on peut le dresser comme d'autres animaux, mais on ne peut pas comme ça. Donc il y a une certaine naïveté dans toutes ces recherches, comme ça. Alors par ailleurs, ce qui je ne veux pas dire qu'il ne faut pas les faire, hein, c'est fondamental. Imaginez qu'on détecte un signal qui n'est pas émis par un phénomène naturel, donc un nuage qui a une certaine structure logique, etc., même si on ne le comprend pas, c'est gigantesque comme découverte. Ça, c'est les gens des expériences SETI qui écoutent le cosmos avec des radiotélescopes depuis plus de 50 ans. Ça se complexifie. C'est des scientifiques très sérieux. Hein. Ce n'est pas des rêveurs. Hein. Leurs expériences, c'est extrêmement compliqué et ils le font très bien. Le problème, quelle est la probabilité qu'ils détectent quelque chose, hein? Ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas chercher. Voilà, c'est ça. Évidemment, si eux détectent un signal, je dirais entre guillemets, intelligent, le fait qu'on le décode ou pas, ce n'est pas important. Enfin, ce serait bien, mais comme ça,
c'est clair que l'impact, alors là, serait gigantesque. Comme je dis, ce n'est pas important de déconner. Quand vous allez dans un site archéologique ancien, très ancien, et vous voyez une écriture du linéaire B, je ne sais pas quel type de forme d'écriture antique que vous ne pouvez pas décoder, bon, c'est frustrant, mais vous savez qu'il y avait des gens qui ont fait ça. Est-ce que tu penses qu'un contact est envisageable? Détecter à distance via la lumière, anomalie d'atmosphère, des choses comme ça, éventuellement un signal codé, ok. Mais aller les rencontrer, je n'y crois pas du tout. Alors on peut quand même faire des petits calculs d'ordre de grandeur. L'homme est allé sur la Lune, il a mis 3 jours. La lumière met 1 seconde. Prenons un cas très optimiste où on trouve une planète habitable, peut-être habitée, qui se trouve à quelques dizaines d'années-lumière. Dizaines d'années-lumière, c'est nos voisines les plus proches. Hein. La galaxie est à 100 000 années-lumière. Donc c'est vraiment nos voisines. Bon, voilà. Prenons une planète là. Eh bien, c'est environ 1 milliard de secondes. C'est beaucoup, beaucoup plus loin. Donc, 1 milliard fois 3 jours, c'est beaucoup. Donc, évidemment, les optimistes, ils disent, il suffit d'accélérer. OK, la technologie des fusées d'aujourd'hui, etc. Ce n'est pas vrai. Parce que si elle met 50 ans pour venir à la lumière, ça ne sert à rien de gagner un facteur 2. Parce qu'1 milliard divisé par 2, ça reste trop long. Hein. Donc, il faut accélérer énormément jusqu'à proche de la vitesse de la lumière. D'abord, il faut le temps d'accélérer. Après, il faut décélérer. On ne va pas passer à la vitesse de la lumière à côté. Donc, ce n'est pas 50 ans, mais c'est un multiple de ça, de toute manière. Voilà. Et puis, ce que l'on sait tous avec notre voiture, c'est que quand on accélère, on brûle beaucoup de carburant. Et c'est la même chose pour les fusées. Pour accélérer, il faut beaucoup, beaucoup d'énergie. Et quand on accélère à la vitesse proche de la lumière, admettons que ce soit même possible, eh bien, c'est gigantesque. C'est des quantités d'énergie comparables à toute l'énergie que consomme la Terre en une année. C'est gigantesque. Très souvent, dans la presse scientifique de vulgarisation, on va dire, on nous annonce des découvertes de jumelles de la Terre. Et j'ai l'impression que pour le grand public, les exoplanètes peuvent constituer éventuellement des solutions de secours si jamais notre planète n'est plus habitable. Qu'est-ce que tu penses de ça? Oui, je n'aime absolument pas cette idée parce que, comment dire, on a une planète qui est très sympa et qui, jusqu'à preuve du 4, pendant encore 1 milliard d'années, est potentiellement habitable. Et donc, pourquoi d'abord ne pas soigner notre habitat? Donc, cette idée-là de ne pas la soigner et se dire on ira ailleurs, indépendamment de la faisabilité, ou plutôt de la non-faisabilité de cet aspect, eh bien, je pense que c'est choquant. Alors maintenant, si on reparle de l'aspect de la faisabilité, alors, il faut se rappeler que les distances sont tellement considérables. J'aimerais rappeler une chose, le vide incroyable qu'il existe entre les étoiles. Imaginez qu'il y a 200 milliards d'étoiles dans la galaxie, qui se déplacent toutes avec des orbites différentes. Après plusieurs milliards, 10 milliards d'années, il n'y en a jamais une qui collisionne. Les collisions dures, pof, pof, elles tapent, ça n'existe pas. Ça montre le vide entre les étoiles est beaucoup, beaucoup plus grand que l'on imagine. Alors, croire qu'on va pouvoir se déplacer pour aller sur pas même la plus proche, d'aller assez loin, c'est complètement faux. Les moyens techniques que l'on a ne permettent pas, et c'est pire que ça, ce n'est pas les moyens techniques, c'est la physique nous dit que l'on ne pourra pas, parce que l'énergie nécessaire pour accélérer et aller là-bas, eh bien, est beaucoup, beaucoup trop grande pour que ça puisse être possible. Alors on peut se dire maintenant, dans le système solaire, est-ce qu'on a épuisé notre recherche de la vie? Alors, il y a 50 ans, une telle phrase aurait été stupide. Et puis, maintenant, on se dit, bon, peut-être qu'il y a des possibilités. Il y a d'abord une possibilité qui a été mise en évidence par des sondes spatiales qui ont montré que le satellite de Jupiter, qui s'appelle Europa, a une banquise à sa surface. Alors, qu'est-ce que ça veut dire une banquise? C'est une couche de glace sur un océan.
à 5 fois la distance Terre-Soleil, Jupiter, l'énergie qu'il reçoit par mètre carré, c'est 25 fois moins que ce qu'on reçoit. Donc normalement, tout ce satellite devrait complètement geler à cœur. Et néanmoins, il y a un océan liquide là-bas. Et c'est merveilleux. Personne n'y avait pensé avant. Oui, juste avant, il y a quelqu'un. C'est parce que les forces de marée, quand les orbites sont perturbées les unes les autres par les différents satellites, eh bien, vont pétrir ce satellite suffisamment pour chauffer l'intérieur et maintenir l'eau liquide. Alors tout de suite, on se dit, hein, eau liquide, est-ce que la chimie de la vie n'a pas développé? Alors, ce n'est pas des choses évoluées, mais est-ce qu'il n'y a pas des unicellulaires là-dedans? Et plus récemment, Encelade, satellite de Saturne, donc à 10 années-lumière, 10 années-lumière, bon, pas 10 années-lumière, 10 unités astronomiques, c'est-à-dire l'énergie reçue là-bas est 100 fois moindre que sur Terre, eh bien là aussi, il y a des geysers. Il y a de l'eau qui gicle à des altitudes incroyables. Là, nouveau, voilà, est-ce que quelque chose d'intéressant s'y passe? Et puis revenons plus proche. Mars, la planète qui à certains moments est la plus proche de la Terre. Un gros rocher qui a perdu son atmosphère, mais où on sait que l'eau coulait il y a 3-4 milliards d'années. On voit encore les traces des rivières et tout. Il y a eu d'innombrables missions spatiales qui ont été regardées, les conditions physiques des argiles. Il y a des galets qui ont été roulés par l'eau, etc. On sait que l'eau coulait sur cette planète. L'eau coulait, il y avait une atmosphère, j'allais dire entre guillemets, avec un abus de langage, il faisait bon vivre là-bas. Et en fait, est-ce que la vie s'est développée? On n'en sait rien. Ça, c'est la motivation fondamentale de ces missions spatiales, année après année. Et alors, maintenant, on peut revenir, est-ce qu'elle existe toujours? En surface, non. On est d'accord qu'en surface, la vie n'est pas possible là-bas. Par contre, ce que l'on sait de la Terre, c'est qu'il y a des bactéries qui sont à des kilomètres dans des failles. Sur Mars, on sait qu'il y a de l'eau sous terre, qu'il y avait du volcanisme ancien, donc il doit y avoir de l'eau liquide dans les tréfonds de Mars, des failles probablement. Est-ce qu'il y a encore de la vie active, pas de la fossile, très profonde en Mars? On n'en sait rien. C'est fascinant. Peut-être qu'il n'y a pas besoin des exoplanètes pour répondre à la question de la pluralité de la vie dans l'univers. Donc si tu pouvais parler avec un des grands scientifiques de l'histoire, tu choisirais qui et qu'est-ce que tu aimerais lui apprendre en fonction de ce qu'on sait aujourd'hui? En fait c'est une question, c'est très difficile de répondre parce qu'il y en a tellement qui se seraient intéressés à ces questions. Je dirais, je serais plutôt intéressé à discuter avec un philosophe grec, 3e siècle avant Jésus-Christ, qui imaginait ce philosophe assis sur un caillou en train de manger des olives et qui écrit une longue lettre à un de ses autres philosophes pour discuter de la pluralité des mondes. Il n'a aucun moyen de l'étudier et il écrit une longue lettre où il exprime son intime conviction qu'il doit y avoir une infinité de mondes dans l'univers. Pouvoir lui dire, oui, tu avais raison. Voilà. Et puis, dans la même lettre, il dit, il doit en plus y avoir probablement une infinité de mondes habités, certains peuplés d'espèces vivantes comme le nôtre, certains ne le seraient pas. Il est capable de dire, oui, attention, il y en a qui ne doivent pas être convenables et tout. Donc, ce n'était pas des planètes, ce n'était pas aussi précisé que ce qu'on voit maintenant. Alors, ce serait intéressant de dire avec lui, de discuter avec lui. Ce philosophe, c'est Épicure. Ce n'était pas le premier. Hein. Il y avait déjà d'autres philosophes qui avaient discuté de cette hypothèse. Et c'est très intéressant de voir que ce n'était pas une spéculation philosophique basée sur rien. En gros, c'était la suite de l'hypothèse atomiste qui était présente chez les vieux Grecs, les philosophes grecs. Ils se disaient, si la matière est formée d'atomes, pourquoi la nature ne les aurait combinés que pour ne former qu'un seul monde? C'est remarquable, ça. Et ils se disent, il y a plus de 2000 ans, des gens évoquaient ce genre de démarche. Donc moi, j'aimerais bien discuter avec lui. Dernière question, ce sera un peu une question de conclusion. Là, au cours de ce tournage, on a pu discuter avec beaucoup de gens qui ont soit collaboré avec toi ou qui ont été tes étudiants, etc. Et tous t'admirent, t'adorent.
Et je me demandais, toi, à titre personnel, qu'est-ce que tu es le plus heureux d'avoir laissé aux générations suivantes Bon, évidemment, je suis heureux d'avoir mis les pieds juste dans un domaine qui était fascinant, parce qu'il y a des gens, il y a quelque chose de totalement ingrat dans la reconnaissance des travaux des gens. Je connais des scientifiques qui font des travaux fabuleux, absolument fondamentaux, et il n'y aura jamais un journaliste qui ira discuter avec eux de ce qu'ils ont fait. Simplement, ben voilà, leur domaine, il est soit trop technique, soit etc. Donc, je suis très conscient de ce fait-là, comme ça. Et bon, ce que j'aime le plus, disons, c'est que j'ai de très bons contacts avec tous mes anciens doctorants. Voilà. Donc, c'est un plaisir, disons, d'arriver ici, de discuter. Il y en a plusieurs hein, qui travaillent ici à l'ESO, comme ça, et de voir qu'ils ont fait leur chemin, et puis qu'ils sont aux commandes de certains instruments fabuleux et tout, voilà. Donc ça c'est un gros plaisir de pouvoir les rencontrer, de les retrouver ici, etc. Voilà, oui. Merci beaucoup.